Bonjour, c'est Aude Villiers-Moriamé. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, l'intensification de l'offensive russe en Ukraine. Au cœur de la nuit à Kiev, une explosion retentit. Puis une autre. Dans le ciel, la défense anti-aérienne tente d'intercepter une pluie de drones et missiles russes lancés sur la capitale ukrainienne. L'attaque a duré de 22h jusqu'à 4h du matin. Plus de 360, c'est le nombre de drones et missiles qui ont frappé l'Ukraine dimanche dernier. Un record depuis le début de la guerre, selon l'armée ukrainienne. Les frappes russes se multiplient depuis quelques jours, et ce alors que les négociations pour un cessez-le-feu patinent, de quoi profondément irriter le président américain. Je ne suis pas content de ce que Poutine fait. Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je le connais depuis longtemps, on s'est toujours bien entendu. Mais il envoie des missiles et tue des gens. On est en train de négocier et il tue des gens à Kiev et dans d'autres villes. J'aime pas ça du tout. Donald Trump est allé encore plus loin. Quelques heures plus tard, sur son réseau Truth Social, il a estimé que Vladimir Poutine était devenu complètement fou. Un changement de ton qui ne semble pas être en mesure d'arrêter l'offensive guerrière du président russe. Vladimir Poutine n'a pas semblé non plus s'inquiéter de la décision de l'Allemagne cette semaine de mettre fin à la limitation de la portée de ses armes envoyées à l'Ukraine. Mais alors, de quel levier les Occidentaux disposent-ils encore pour faire pression sur la Russie ? Pour nous éclairer, Charles Hacker, rédacteur en chef du Service Monde, nous a rejoint en studio. Bonjour Charles. Bonjour Aude. Charles, commençons peut-être par revenir sur ces attaques massives de la Russie sur l'Ukraine il y a quelques jours. Comment expliquer cette intensification des frappes russes ? Ces frappes, effectivement, ont vraiment mis à l'épreuve les défenses anti-aériennes de l'Ukraine. Le but, c'est évidemment de saturer ces défenses anti-aériennes. Les drones et les missiles russes qui ont frappé plusieurs régions de l'Ukraine ont fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, un think tank américain, ces frappes ont pour but d'une part de dégrader le moral des Ukrainiens et d'autre part de convaincre l'Occident qu'une victoire russe en Ukraine est inévitable. Et est-ce que dans les faits, la Russie s'achemine vers la victoire ? Non, on ne peut pas vraiment dire ça. On peut plutôt penser que ces frappes massives sur l'Ukraine servent aussi à masquer l'échec de la Russie sur le champ de bataille. L'armée russe continue d'avancer, c'est vrai, mais elle progresse vraiment très lentement. Elle s'empare de quelques villages, l'un après l'autre. Elle en a conquis de nouveau cette semaine dans la région de Soumy, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Ukraine. Ce même institut pour l'étude de la guerre a calculé qu'au rythme actuel, la Russie aurait besoin de 83 ans pour s'emparer des 80% restant de l'Ukraine. Alors c'est très théorique bien sûr, mais c'est quand même intéressant de montrer ça en ordre de grandeur. Alors, dernière chose, il faut quand même voir que la Russie prépare actuellement, semble-t-il, une offensive d'été. On a remarqué récemment que 50 000 soldats russes sont en train de se masser de l'autre côté de la frontière ukrainienne, selon Kiev, et c'est dans la région de Soumy, justement. Et Charles, cette offensive russe, donc, elle se poursuit, elle pourrait s'intensifier, alors qu'on s'attendait à ce que les négociations pour un cessez-le-feu s'accélèrent. Oui, c'est vrai qu'on pensait notamment que Donald Trump allait réussir à mettre la pression sur Vladimir Poutine pour obtenir rapidement un cessez-le-feu et l'amener à la table des négociations. Mais on n'y est pas du tout. Zelensky et Poutine s'accusent mutuellement de vouloir faire échouer les négociations. Depuis les pourparlers qui ont eu lieu mi-mai à Istanbul, il n'y a pas eu de réelle avancée. À noter quand même que Volodymyr Zelensky vient de proposer une rencontre trilatérale Trump, Poutine et lui-même. Alors, tu mentionnais Donald Trump. On a entendu d'ailleurs la réaction du président américain à cette intensification des frappes russes. Et comment réagissent les autres alliés occidentaux de l'Ukraine ? Alors, la réaction la plus significative ces derniers jours, c'est sans doute celle du chancelier allemand. Tu l'as dit au début de cet épisode, Friedrich Merz a déclaré lundi que son gouvernement allait suspendre la limitation de la portée des armes livrées à l'Ukraine, notamment bien sûr des missiles. Concrètement, cela veut dire que l'armée ukrainienne pourrait décider d'utiliser les armes envoyées par Berlin pour viser le territoire russe. Alors, il faut dire tout de même que le missile Taurus, le missile à très longue portée allemand, qui va jusqu'à 500 km de distance, n'est pas évoqué. Les Allemands n'en ont pas livré pour l'instant et c'est pas encore évoqué dans cette déclaration de Merz. En 2024, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France avaient déjà autorisé l'Ukraine à utiliser ponctuellement des missiles sur la Russie. Mais pas l'Allemagne, qui est pourtant le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. Berlin craignait jusqu'ici une escalade du conflit si l'armée ukrainienne se mettait à viser directement des cibles russes.
Alors, le porte-parole de la présidence russe a qualifié cette décision allemande d'assez dangereuse et il a estimé que ça allait à l'encontre d'une résolution du conflit. Puisque Vladimir Poutine ne semble pas réceptif à ce type de pression, de quels autres leviers disposent les alliés de Kiev pour tenter de freiner l'offensive russe ? Alors, il y en a vraiment deux qui pourraient avoir un impact aujourd'hui. Le premier, ce sont justement les sanctions. Nous nous sommes entretenus à l'Express avec la politologue russe Vera Grantseva, qui est exilée en France depuis plusieurs années. Elle estime que si l'Europe continue de renforcer les sanctions contre la Russie, cela pourrait finir par semer le doute chez les élites politiques. Alors, pas le premier cercle, qui sont pour la plupart les criminels de guerre, qui savent très bien qu'ils n'ont plus rien à perdre, qui resteront toujours auprès de Vladimir Poutine, mais plutôt le second cercle, qui lui s'inquiète de l'avenir de son pays, notamment sur le plan économique. Et ça tombe bien, l'Union européenne vient justement d'adopter un 17e train de sanctions supplémentaires contre la Russie. Encore faudrait-il que les Américains, de leur côté, adoptent eux aussi de nouvelles sanctions. Mais malheureusement, pour l'instant, Donald Trump n'en prend pas le chemin. Le second levier, c'est le pétrole. L'économie russe dépend toujours beaucoup des exportations d'hydrocarbures et ces exportations se font en grande partie via la flotte fantôme russe. La flotte fantôme, on le rappelle, Charles, ce sont ces centaines de navires qui ne sont pas officiellement répertoriés et c'est via ces bateaux que la Russie exporte son pétrole. Exactement. Les nouvelles sanctions de l'Union européenne dont tu parlais visent en particulier cette flotte fantôme. 200 nouveaux navires ont d'ailleurs été identifiés par l'UE et ils seront interdits d'entrer dans les ports européens. On peut imaginer que ces mesures vont faire baisser les revenus que la Russie peut tirer de la vente de son pétrole. Mais ce qui joue également, c'est la pression exercée par Donald Trump sur l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP+, pour que le prix du baril reste bas et donc que les revenus russes soient moins importants. Déjà, Moscou anticipe une forte baisse de ses revenus énergétiques cette année, 24%, ce qui est énorme, et il a donc coupé dans des budgets de certains programmes industriels, aéronautiques, automobiles ou robotiques. Et tout ça, évidemment, amène les élites russes à s'interroger sur l'intérêt de poursuivre cette guerre. Merci beaucoup Charles pour ces précisions et à bientôt dans La Loupe. À bientôt. Chers auditeurs, n'hésitez pas à lire sur notre site nos analyses, interviews et reportages sur la guerre en Ukraine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.